Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 10 mai 2026. Donnez-moi un thumbs up pour le son et pour l'image. On va parler aujourd'hui un petit peu du Canada, mais dans le lien, on va faire le lien avec le procès Comey. Le procès Comey, finalement, c'est ça, il y a eu des arrestations. Comey s'est livré à l'ancien directeur du FBI, James Comey, s'est livré à la police pour cette histoire de 86-47, l'assassinat de Donald Trump là, sur la plage, les coquillages. Et la date du procès a été fixée au 15 juillet prochain, donc c'est dans 2 mois. Oui. On va voir ça, un directeur du FBI qui passe devant les tribunaux. Imaginez ça, là, en France ou au Canada, le directeur de la GRC qui se retrouve devant, ou des RG en France qui se retrouvent en procès pour tentative d'assassinat ou bien proposition d'assassinat contre un président de la République. Imaginez ça. C'est ça les événements. Là, on regarde ça de loin comme si c'était rien, comme si c'était un show, comme si c'était un spectacle avec notre popcorn, mais dans la réalité, c'est immense. Ça ébranle les colonnes du temple. Et c'est ça. Donc, Comey, les choses s'accélèrent au niveau de le truc du complot. Le complot de 10 ans pour se débarrasser de Donald Trump, qui a commencé en 2015. Si on regarde, si on a bien écouté Kash Patel, l'actuel directeur du FBI, dans son entrevue avec Sean Hannity, il dit qu'ils ont les documents qui montrent que le coup a commencé. Hannity lui dit ça a commencé quand il est descendu l'escalier roulant en 2015. Il dit ouais, c'est ça. Et puis on a des documents qui montrent que ça continue jusqu'en 2025. C'est-à-dire que c'est un gigantesque complot pour se débarrasser de Donald Trump qui inclut ce qu'on a expliqué des milliers de fois sur le vol de l'élection de 2020. Et là, il y a Suzy Willis, la chef de cabinet de Donald Trump à la Maison-Blanche, qui a dit qu'on allait voir que Trump avait en fait remporté plusieurs États qu'on lui avait marqués perdants en 2020. Donc, ça fait beaucoup de personnes qui disent que les informations sur le vol de l'élection vont sortir. On se rappelle aussi que Tulsi Gabbard a fait des raids, je pense, c'était en Georgie, pour saisir des boîtes, des bulletins de vote et des trucs comme ça. Donc, ça, c'est en filigrane, ça s'en vient. Mais ça s'inscrit, tout ça, c'est pas des morceaux individuels. Ça s'inscrit dans une gigantesque tentative de destituer un président dûment élu. Un candidat, initialement, et un président dûment élu. C'est cette histoire de collusion avec la Russie, mais c'est pas que la collusion avec la Russie, c'est juste un élément de ça. Et ça inclut l'attaque sur le Capitole, ça inclut plusieurs choses comme ça. OK? Donc, et là, il y a des gens qui disent qu'est-ce qui se passe avec Anthony Fauci? C'est demain la date limite pour son arrestation, pour qu'il soit accusé d'avoir menti au Congrès. C'est un peu comme James Comey, c'est-à-dire que James Comey va être. Je vais revenir sur James Comey. Là. James Comey qui a fort probablement eu une entente hors cours avec le camp Trump pour une accusation moins grande, c'est-à-dire qu'il sera pas, il va y avoir de la clémence dans cette histoire de complot, parce que je vais y revenir là, sur Comey, c'est le segment tout de suite après, mais c'est la même chose avec Anthony Fauci, c'est-à-dire, est-ce que tu veux coincer Anthony Fauci? Il n'y a rien qui va se passer demain, là. Est-ce que tu veux, le 11, est-ce que tu veux coincer Anthony Fauci pour avoir menti au Congrès, ou tu veux coincer Anthony Fauci pour cette histoire d'avoir participé à la tentative séditieuse de renversement, de haute trahison, de renversement d'un président, c'est-à-dire Anthony Fauci avec ses mensonges sur la COVID, etc., a participé à l'effort du coup d'État contre Trump. Donc ça, c'est haute trahison. Tu ne veux pas nécessairement l'arrêter pour avoir menti au Congrès. Puis si tu l'arrêtes pour avoir menti au Congrès, il ne peut pas être accusé une deuxième fois pour les mêmes crimes. C'est-à-dire, tu sais, il a menti au Congrès sur certaines informations concernant la COVID, etc., d'avoir dissimulé des trucs. Et puis là, genre, tu sais, il y a des dispositions légales. Tu veux l'attraper pour la plus haute peine possible, qui est le fait d'avoir participé au coup d'État contre le président Trump pour trahison, haute trahison, sédition, etc., et pas nécessairement pour avoir menti au Congrès. Donc, c'est comme ça que je le lis. Donc, soyez pas déçus. Je pense que c'est juste de la stratégie juridique. Et il y a aussi, plus tard dans le Web Journal, on va parler des arrestations de Jeffrey Epstein. Thomas Massie, qui est allé sur les ondes de Tucker Carlson cette semaine, le 6 mai, et qui a attaqué Donald Trump en disant
Trump protège ses amis milliardaires qui sont, eux, dans le dossier Epstein. Voilà, c'est eux qui payent pour les trucs, tu sais, la réfection, le bal, tu sais, la salle de bal, l'arche, et Trump ne fait rien parce que ce sont ses donateurs. Et là, on va voir un peu, là, c'est une grosse critique, hein, on entend ça beaucoup en Europe, là, Trump, blablabla, Massy, tu sais, dit la vérité sur Trump, hein, on va voir un peu qu'est-ce qu'il y en est, OK? On va rentrer dans le détail et on va faire ce qu'on fait généralement à Radio-Québec, on va utiliser genre de nos super pouvoirs de logique pour comprendre un certain nombre de choses, OK? Donc, ça devrait être plus clair après ça, puis ça devrait avoir dissipé un certain nombre de doutes ici. Donc, les victimes d'Epstein complices du cover-up, parce que c'est un peu ça que ça laisse présager, là. Les victimes d'Epstein sont complices du cover-up. Imaginez ça, là. C'est plus tard dans le web journal. OK? Donc, Comey, c'est ça. Comey, donc le procès a été mis en place 15 juillet. Trump qualifie James Comey de flic corrompu alors que la date du procès de l'ancien directeur du FBI est fixée. Ça, c'est Time Magazine. Je vais juste rappeler encore une fois la raison pour laquelle je dis que Comey a eu une entente avec Trump, c'est parce que ça a été dit à plusieurs reprises. Premièrement, il y a son 647, là, 86-47, c'est 17. Là. En noir, c'est 17. 6 plus 4 plus 7, ça fait 17. Donc, encore une fois, c'est un clin d'œil. Pourquoi il l'a mis en noir? Pourquoi il a séparé le 8 du reste des nombres? C'est un clin d'œil pour qu'on puisse faire le lien, pour qu'on puisse comprendre. Donc, tu as 86 d'un côté, mais tu as 6, 4, 7 de l'autre. 17, ça, je l'avais dit initialement quand c'était sorti, ça. J'ai oublié de le dire la dernière fois. Et il y a toutes les pauses de Q où est-ce que Q dit, genre, tu sais, là, c'est le temps de la récolte, corn harvest, en relation avec Comey. Et quand on sait ce que veut dire la récolte, ça veut dire que quelqu'un, il récolte les informations. Comey a parlé. Comey a déjà dit ce qu'il savait. Il voulait, tu sais, faisait face probablement à la peine capitale. En tout cas, c'est certainement ça on lui a fait peur avec ça. Et il a... donc, on voit ici Harvest the Crop. Encore une fois, c'est le post 3599. J'utilise pas souvent Q pour mes trucs, mais dans le cas de Comey, c'est intéressant parce que c'est annoncé. Donc, on dit justement la récolte est arrivée et ça va être livré au public. Puis là, on mentionne le livre de Comey, Higher Loyalty. Donc, la récolte, etc., etc. Même chose dans d'autres posts, etc. Ici, est-ce que le maïs était prêt pour la récolte? Il l'est maintenant avec une photo de James Comey. En haut, c'est une photo que lui-même a publiée sur... donc, c'est ça qui fait dire que James Comey a eu une entente avec le département de la justice. Parce que dans des cas de conspiration comme ça, quand c'est très, très, très gros comme ce qu'on a ici, quand on essaye de coincer un président pas juste un directeur du FBI, mais un président des États-Unis, tu as besoin d'avoir des personnes crédibles comme le directeur du FBI qui donnent des informations, qui vont révéler des noms, être des délateurs. Et là, ça va être la parole de James Brennan contre James Comey. Et donc, ça donne la crédibilité à tout ça, vous voyez. Donc, c'est important d'avoir des... C'est souvent comme ça qu'on opère dans les opérations de police, c'est-à-dire qu'on utilise des petits lieutenants pour dénoncer les personnes plus haut placées. On arrête en premier les petits lieutenants, on les menace avec des peines sévères. Finalement, ils prennent une entente hors cours et puis ils vont donner les noms en échange d'une peine réduite. Ben, ça ressemble à ça ici. Donc, parce que le FBI a été au centre de tout ça, c'est eux qui ont... Comey, c'est lui qui a commencé l'enquête sur la Russie. Il a commencé sans aucune raison, sans aucun prédicat. Vous vous rappelez de tout ça, on va pas refaire le truc. Il n'y avait aucune raison de commencer une enquête sur les liens entre Trump et la Russie. Il n'y avait aucune preuve, etc. Puis c'est lui qui a commencé de son propre... il a reçu l'ordre d'Obama et de John Brennan de le faire. Et c'est ça qui va être démontré. Et... c'est lui aussi qui a ouvert l'enquête sur Flynn, qui a mené à l'accusation contre Flynn, etc., pour le faire tomber et tout. Et donc, il participe. Et c'est là maintenant, on a tout expliqué ça, on ne va pas revenir là-dessus. Maintenant, c'est fait, il s'en va en procès et tout, sur une question relativement mineure. Ça se peut qu'il n'y ait pas de peine de prison au final. Hein, parce qu'il participe. Mais Obama qui sent la soupe chaude et qui se pousse à Ottawa, il est venu au Canada. Donc, Ottawa, Obama à Toronto pour un sommet sur la coopération économique et la démocratie.
Donc, il a été invité, il fait la tournée, il s'est arrangé pour se faire inviter. Et là, les gens disent, est-ce que c'est le Logan Act? Il est coupable de traite. C'est pas un ancien président. Il ne fait pas de la politique, là. Il essaie pas de vendre de la politique américaine au Canada. Il essaie de se faire voir. Il essaie de restaurer son image publique. Il participe à un colloque. Il ne fait pas de politique, là, ici. C'est une apparence publique. Donc, il cherche des appuis. Il se fait photographier avec Alex Soros, ici à Toronto. Et il rencontre le premier ministre Mark Carney, etc. Il est probablement venu demander à Mark Carney prendre la mesure de ses appuis en cas d'inculpation. Il sent la soupe chaude, là. Il sent la soupe chaude. Et donc, je ne sais pas si vous êtes sur X. Là, moi, sur X, je vois tellement de vidéos sur Obama. C'est comme... Oui, il y a mon algorithme qui plie un peu qui est peut-être débalancé, mais là, c'est plus que d'habitude. C'est-à-dire, depuis une semaine, 2 semaines, ce n'est que mon feed, là, comme il y a presque à toutes les heures, j'ai des vidéos, des accusations de Tulsi Gabbard contre Obama de l'été dernier, etc. Et j'ai l'impression que c'est pas juste mon algorithme parce que c'est nouveau, ça arrive comme soudainement sur mon truc, là. Je ne sais pas si vous avez été témoin de ça aussi. Obama ne peut pas se réfugier au Canada parce que le Canada ne pourra pas lui offrir l'asile, premièrement parce que le Canada a un traité d'extradition avec les États-Unis. Mais tout ça pour dire, c'est ça que j'ai l'impression qu'il y a dans l'algorithme, on insuffle, c'est une opération d'information, c'est-à-dire qu'on insuffle dans l'algorithme tout le rappel de la trahison d'Obama aux utilisateurs de X. J'ai l'impression que c'est une opération d'information. C'est comme des bots, mais du côté institutionnel, c'est-à-dire c'est comme de la propagande pour ramener ça dans l'agenda, dans la sphère publique, dans l'actualité publique. Parce que c'est ça qu'on voit. Tu vois, c'est ça, il y a comment ça s'appelle, Kash Patel qui va rencontrer en été. Il y a plein de ces nouvelles-là qui sont sur Internet. Et donc, c'est ça. C'est comme je le dis, ça fait partie, c'est un truc de 10 ans. Hein, c'est 10 ans de conspiration, le coup de 2015 à 2025 contre Trump, et ça inclut le coronavirus là-dedans qui a été utilisé pour voler l'élection, hein, changer les lois pour le vote par la poste, etc. Et là, ça fait en sorte que des citoyens américains qui ont participé à ça peuvent être considérés comme des combattants ennemis au titre des tribunaux militaires. Le fait d'avoir participé s'ils ont la preuve là, que les citoyens américains ont participé avec des puissances étrangères pour le vol de l'élection, et on sait qu'ils ont les preuves notamment de l'Iran sur l'Iran et les machines de vote, la Chine et les machines de vote, etc. Donc, s'ils ont les preuves, c'est-à-dire que les personnes qui ont participé à ça sont passibles de haute trahison devant des tribunaux militaires. Okay? Et ça inclurait justement Fauci qui a falsifié toutes les informations sur le coronavirus pour augmenter la peur et mettre en place les politiques de confinement, etc., etc. Hein? Donc, le blocage économique mondial pour bloquer Trump. Et là, je parlais de continuité de gouvernement, d'où l'importance d'avoir une politique de continuité de gouvernement, comme on l'expliquait la dernière fois. Et là, la dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a demandé, il m'a dit, il n'y a pas de preuve que le général Walker ait dit ça sur la transition pacifique vers un gouvernement militaire. Oui, il y a une preuve de ça. Le clip, je montrais juste le général Walker. Des fois, quand on cherche sur Internet des clips, on trouve des clips qui sont croppés, etc. Mais le clip est passé. C'est une entrevue que le général Walker a donnée le 18 janvier 2020 à Good Morning America, où on lui posait les questions sur le déploiement de la garde nationale à Washington. Ça, c'est Good Morning America. C'était en direct le 18 janvier sur Good Morning America, et il disait justement la transition vers le pouvoir militaire. How proud I am of the almost 25,000 National Guardsmen territories to help support the Secret Service and the police departments with a peaceful transition of military power.
with a peaceful transition to military assistance. OK, voilà. Donc, les gens, des fois, me fact-check avec des intelligences artificielles comme ChatGTP gratuit, tu sais, la version gratuite. Ils font pas de recherche. Les versions d'intelligence artificielle gratuites, là, ça vaut pas de la marge. Je me suis fait fact-checker plein de fois avec des versions gratuites de... Quand quelqu'un dit ChatGTP dit que ou, tu sais, une telle intelligence artificielle dit que je dis, ouais, mais là, je sais que j'ai raison, j'ai la source, puis je dis, parce que tu utilises une version gratuite, là, genre qui ne fait pas beaucoup de recherche. Ils vont chercher comme 30 secondes, là, puis ils vont te donner n'importe quoi. Fait que c'est ça, donc c'est le 18 janvier, vous le trouvez, c'est une entrevue le 18 janvier 2020 avec le général Walker qui confirme exactement ça. Voilà, donc, tout ça pour dire, c'est ça que, donc c'est ça, Obama qui vient voir Carney. Et là, des gens disent, tu sais, il y a des choses qui se passent au Canada. Il y a Obama qui vient voir Carney comme si c'était un de ses derniers recours ou un appui solide. Il y a aussi Carney qui a nommé Louise Arbour comme gouverneur général du Canada, la très mondialiste Louise Arbour, qui est associé à la Cour, le tribunal pénal international, je pense que c'est ça, et puis les traités de migration, le pacte de Marrakech, etc. Là, c'est ça. Mais c'est une nomination symbolique et je vais réexpliquer dans ce web journal-ci ce que j'ai expliqué dans La fin du Canada, un web journal d'il y a 1 an, c'était avec un point d'interrogation, La fin du Canada. En fait, je suis persuadé que Mark Carney, malgré des apparences belliqueuses contre Trump, travaille en fait, va, comment je pourrais dire, naviguer le bateau canadien d'une façon qui va être satisfaisante pour Donald Trump. Mettons ça comme extrêmement poliment comme ça. Rappelez-vous aussi que, rappelez-vous que les États-Unis réclament dans la séparation du monde, là, il y a la Russie, la Chine, puis les États-Unis réclament l'hémisphère occidental. Rappelez-vous comment Trump a opéré avec Maduro, alors que c'était censé être un ennemi. Ils se sont pointés au-dessus de Caracas avec 12 hélicoptères sans être embêtés. Ils ont, on a tout expliqué ça. Et comment aussi Cuba semble aussi négocier avec les États-Unis pour une transition pacifique, etc., etc. Et c'est la même chose avec le Canada. Donc, malgré des apparences de conflictuelles, Carney, en fait, est celui qui va produire un résultat satisfaisant pour Donald Trump. J'essaie de mettre ça extrêmement poliment. On a expliqué dans La fin du Canada la raison pour laquelle Poilievre n'était pas éligible. Poilievre, qui est le chef du Parti conservateur, était extrêmement nationaliste, était réfractaire à Donald Trump, ne voulait pas négocier avec Trump, et donc il y avait le double désavantage d'être très, très, très raide anti-américain, pas pragmatique, très idéologique anti-américain, pro-Canada, etc. Et aussi, on le traitait de Trump du Nord, le petit Trump du Nord. Donc, il avait ni l'intérêt d'avoir une position souple avec les États-Unis, ni la crédibilité non plus auprès des Canadiens pour signer quelque chose avec Donald Trump. Et c'est la raison pour laquelle Trump est arrivé et a écarter Poilievre, la façon dont il le fait, c'est la méthode Trump habituelle, en utilisant le manuel d'opération du camp adverse, c'est-à-dire sachant que les Canadiens allaient se braquer contre lui. On a tout expliqué ça. C'est le thème du web journal précédent, la psychologie inversée. Il a dit, il est arrivé en 2020, fin 2024, il a dit, rappelez-vous, il a littéralement claqué des doigts et Trudeau a démissionné. Il a invité Trudeau à Mar-a-Lago, il a fait des beaux sourires comme ça. 2 semaines après, Trudeau démissionnait. OK? Et ça vous rappelle un peu genre, le genre de truc avec Maduro. Là, c'est comme... C'est le même genre de truc. OK? C'est-à-dire qu'il est capable de claquer des doigts puis de faire disparaître des personnes comme ça, OK? D'opérer des... C'est un changement de régime au Venezuela et au Canada, c'est un changement de régime. Et là, qui le met à la place? Des élections sont déclenchées. Et là, Poilievre était inéligible. Je sais que les gens ne sont pas tout à fait d'accord avec ça, mais c'est l'analyse qui cadre dans toute la réflexion sur la méthode Trump, le code Trump, la psychologie inversée, etc. C'est ce qui est cohérent avec ça. Et donc, il ne voulait pas Poilievre parce qu'il veut signer une entente en profondeur. Il veut renégocier on sait qu'il veut renégocier en profondeur l'accord avec le Canada, l'Amérique du Nord, etc. Il a dit 51e État, mais j'ai déjà expliqué que ce n'est pas possible. Ce n'est pas non plus dans son style d'avoir un 51e État.
parce que ça prendrait des référendums et c'est très, très, très incertain. Et compte tenu de la réticence de la population canadienne, c'est un jeu extrêmement risqué. Et donc, ce qu'il veut, c'est plutôt ce dont il a besoin, c'est d'un technocrate, quelqu'un qui fait dans la finance, un pragmatique technocrate, oui, qui a été idéaliste, mais qui est surtout un technocrate pragmatique pour renégocier tout ça. Et donc, si tu veux renégocier en profondeur à l'avantage des États-Unis la relation Canada-US, tu ne peux pas avoir un Poilievre parce que ça va être perçu comme, comme Poilievre a vendu le Canada. Et donc, tu veux quelqu'un au-delà de tout soupçon. Quelqu'un qui fait des déclarations genre les États-Unis sont notre pire ennemi, nous brisons la relation avec les États-Unis. C'est pour quelqu'un qui nomme Louise Arbour comme gouverneur général pour montrer. Et là, notre analyse diverge de Promethean Action, par exemple, qui, elle, y voit comme la réponse de Carney à Trump, alors que c'est pas ça. Louise Arbour, absolument, la gouverneure générale n'a absolument aucun mot à dire, par exemple, sur le Golden Dome, les négociations de défense, les négociations des traités commerciaux USMCA. Donc, tout ce que Trump veut, la gouverneure générale n'a absolument rien à dire là-dessus. C'est le gouvernement Carney qui va décider. Sauf que le fait de nommer Louise Arbour, ça lui donne comme, ça montre qu'il est indépendant. Et c'est la même logique qu'avec Netanyahou. Je vous ai expliqué qu'avec Netanyahou, pourquoi Trump appuie Netanyahou? Parce que si tu veux signer la paix en Palestine, si tu veux, comme un deuxième État, tu as besoin que ce soit la personne la plus dure pour convaincre les colons, pour convaincre les réticents. Les gens qui ne voudront pas l'État palestinien, c'est les colons puis l'extrême droite israélienne. Fait que cela fait que si tu as un mou qui signe l'État palestinien, il va se faire descendre comme le premier ministre Yitzhak Rabin dans les années 90. Il voulait signer la paix avec Arafat. C'était considéré comme un mou. Il s'est fait descendre par un colon. Et donc, pour que les personnes les plus réticentes à ça soient à bord du bateau, tu as besoin que ce soit le boucher de Gaza, le plus dur qui signe, parce qu'ils vont se dire, je l'ai déjà expliqué, on ne pourra... Si le plus dur d'entre nous signe ça, on n'aura jamais une meilleure... une meilleure garantie. C'est une caution, disons. Ouais. Et là, ici, c'est la même chose avec Carney, c'est-à-dire que les gens qui sont déjà convaincus, qui veulent devenir le 51e État canadien, américain, n'ont pas besoin d'être convaincus. Ceux qui ont besoin d'être convaincus, c'est les gens de l'autre côté, ceux qui détestent les États-Unis, qui détestent Trump, etc. Et donc, pour que ces gens-là, c'est la même logique, pour que pensez art of the deal en négociation, là, pour que les personnes les plus réfractaires soient d'accord avec la renégociation, le résultat de la renégociation, il faut que ce soit une personne anti-Trump qui renégocie et qui... parce que si c'est Poilievre, ça va être considéré comme une vente de feu, alors que si c'est Carney, ils vont se dire « on a fait notre maximum ». Mais si lui pense que c'est correct, ça doit être correct, ça doit être juste, parce que c'est le plus dur d'entre nous. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour se battre contre les États-Unis. Et vous voyez un peu, encore une fois, c'est de la psychologie inversée, mais c'est... Et donc, on rappellera, encore une fois, Louise Arbour n'a absolument aucun pouvoir. On rappellera que Brookfield, la compagnie de Mark Carney, a à peu près 60% de ses actifs aux États-Unis, seulement 6% de ses actifs au Canada. 6%, moins de 10%, 6% de ses actifs au Canada, 10 fois plus. 60% de ses actifs aux États-Unis, puis après ça, c'est Europe, Asie, etc. Mais 60% de ses actifs aux États-Unis, vous comprenez? C'est presque la majorité de ses actifs sont aux États-Unis. On se rappellera aussi que Mark Carney et Jared Kushner sont partenaires d'affaires. Carney est venu à la rescousse de Jared Kushner il y a quelques années. Les Kushner cèdent le 666 Fifth Avenue à Brookfield dans le cadre d'un bail de 99 ans. La famille Kushner était sur le bord de faire faillite. Elle avait besoin de capitaux pour se renflouer. Qui est venu à la rescousse? Brookfield de Carney. Okay. Mais il va nommer Louise Arbour pour dire, genre, je suis... encore une fois, c'est une nomination tape à l'œil. Et je sais que les gens, à cause que ça nous touche de près, on a de la difficulté à prendre du recul et voir que ça pourrait être comme ça. Mais rappelez-vous le système de continuité de gouvernement. Rappelez-vous à quel point, par exemple, le département de la justice de Biden
attaquaient Trump, ont lancé des poursuites judiciaires contre Trump qui ont mené au mugshot. Où est-ce que je l'ai dessus ici? Qui ont mené je ne l'ai pas ici, en tout cas, qui ont mené au mugshot des accusations contre Trump, etc. C'était le département de la justice de Biden qui était subtilement, pas de façon évidente, contrôlé par Trump. On l'a expliqué la dernière fois, on l'a montré. Là. Donc, tu peux avoir... C'est pour ça que les gens ont de la difficulté avec... C'est un jeu très, très, très intelligent. Il faut que ce soit subtil pour que ça fonctionne. Il faut que ce soit suffisamment subtil pour pouvoir tromper Barack Obama, qui va venir demander les appuis à Carney, même si Carney, en filigrane, a des relations avec Trump et va finalement faire le jeu de Trump. Là, dans l'optique de ce qu'on explique, Carney va certainement expliquer à la justice américaine par quelques courroies de transmission là, exactement ce que Obama est venu lui demander en privé. Donc, ils vont le savoir, ça ne sera pas... c'est comme ça, tu opères en coulisses et puis... Mais c'est ça, quelqu'un dit Antifa et SCRS, c'est la même chose, c'est ça. Les Antifa et les services de renseignement, c'est la même chose. Ça a l'air de... Les services de renseignement ont l'air de s'opposer aux Antifa, mais en fait, les contrôlent en coulisses. Tu sais, la difficulté de Radio-Québec, c'est d'expliquer le monde du renseignement, le monde de la diplomatie extrêmement élaboré à un public en partie averti. Il y a des personnes qui sont très, très sagaces, très intelligentes dans notre auditoire, mais c'est pas tout. Surtout nos détracteurs. C'est vraiment le mulot de l'info, le premier degré et tout. Et on se fait rentrer dedans comme ça, mais ça fait partie de la game. Si tu veux expliquer quelque chose d'intelligent à ton public, c'est un pari. Hein? Les gens vont comprendre. Surtout ceux qui ont suivi depuis un certain temps vont comprendre. Il y en a une certaine partie qui vont décrocher parce que Cossette... voilà. Donc... en fait, la perspective de Radio-Québec, c'est, on l'a expliqué, c'est pas MAGA, hein, c'est même pas nécessairement QAnon. Il y a QAnon de base, là, puis après ça, il y a le post, je me rappelle plus c'est quel post, c'est Military Planning at its Finest. Rappelez-vous ce post-là, là. C'est lequel? Est-ce que quelqu'un a ça sous la main? Military Planning at its Finest. Moi, je vais faire ça pendant qu'on parle. Military Planning at its finest. Je le trouve pas. Finest. Planning. Je pense que ça prend 2 N. Military Plan. En tout cas, le 24-45. Bon. Il y en a plusieurs. Je pense qu'il n'y a pas juste un post. Là. Il y en a plusieurs des posts comme ça ici. En bas, la dernière phrase, Military Planning at its finest. C'est-à-dire, tu peux avoir des trucs Q, genre, ah oui, c'est des bons acteurs, c'est un film, etc. Mais après ça, il y a comme... Il y a une partie une partie des opérations qui n'est pas expliquée, mais qu'on peut déduire, j'ai déjà expliqué ça, qu'on peut déduire, c'est un objet de connaissance qui ne repose pas sur les sens. J'ai déjà expliqué les différents niveaux d'objets de connaissance. Il y a un objet de connaissance comme ce micro est devant moi, ça c'est un objet de connaissance qu'on acquiert par les sens. Puis il y a des objets de connaissance plus subtils, des objets de connaissance que tu es capable d'arriver par déduction seulement. C'est une connaissance que tu ne vas pas voir matériellement, qui repose sur la logique. C'est un objet de connaissance. En tout cas, c'est... Voilà. Tout ça pour dire que la raison pour laquelle il y a une opération... le Canada est aussi précieux pour les États-Unis, c'est parce que, et la raison pour laquelle Trump a écarté Poilievre, a mis en place Carney et veut renégocier en profondeur, la raison pour laquelle Trump souhaite en fait renégocier en profondeur la relation avec le Canada et le USMCA, qui va être l'entente de libre-échange avec le Canada et le Mexique, qui est censé ouvrir, les négociations sont censées ouvrir en juillet, je pense.
je pense que ça va échouer parce que je pense que ce que Trump veut, c'est beaucoup plus en profondeur. Et la question avec le Canada, beaucoup plus que l'Angleterre et la France, est une question de sécurité nationale pour les États-Unis et que depuis l'arrivée de Trudeau, le Canada a viré très, très, très communiste et est devenu une menace à la sécurité nationale des États-Unis. Exercice militaire de l'armée populaire de libération chinoise. Juste si vous comprenez ça ici, vous comprenez que le Canada est plus dangereux que le Venezuela et qu'il faut porter, que les États-Unis portent une attention encore plus... il y a le pétrole au Venezuela, mais le Canada, il y a une frontière commune. Et c'était devenu, sous le gouvernement Trudeau, une base d'opération du gouvernement chinois. Exercice militaire avec l'armée populaire de libération chinoise, lien avec le Canada, avec l'armée chinoise, souligne les étranges contradictions de sa politique étrangère. Et rappelez-vous aussi le fait que le Canada ait donné des pathogènes à l'armée chinoise pour son programme d'armes biologiques il y a eu qui soulève des questions. Vous voyez ici, genre un scientifique congédié du laboratoire de Winnipeg spécialisé dans les maladies infectieuses aurait intentionnellement œuvré au profit de la Chine, selon un rapport des services secrets canadiens. Vous avez le New York Times ici qui dit, genre, un scientifique au Canada a passé des secrets à la Chine, nous révèle une investigation. Et donc, les universités canadiennes mènent des recherches conjointes avec des scientifiques militaires chinois. Et rappelez-vous, Trudeau, de quelle façon Trudeau a participé à l'opération COVID contre Trump pour destituer Donald Trump. C'est-à-dire, l'opération COVID, la pandémie, c'était ça. C'était se débarrasser de cet homme qui allait changer complètement. Regardez ce qui est en train de changer dans le monde, là. Et c'est ça que les mondialistes ne voulaient pas, et c'est la raison pour laquelle ils ont déployé le COVID pour le débarquer, produire une révolution colorée aux États-Unis par le vote, puis après avec le Capitole, etc. Mais la COVID était un élément essentiel de ça, d'où le rôle d'Anthony Fauci, pas pour avoir menti au Congrès, mais comme dans son rôle de conspirateur contre Trump. Et donc, c'est la raison pour laquelle Trudeau a été renvoyé. Mais ça fait un certain temps avec le Canada. Son père aussi était c'était entiché de la Chine. Trudeau aussi a dit qu'il admirait la dictature chinoise dans des discours. Et donc, c'est ça. Je l'ai expliqué encore une fois, ça, c'est un récapitulatif. Ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé. Comme l'Ukraine, nazi, les éléments néo-nazis en Ukraine, dans le gouvernement, les partis, Privy Sector, Azov, etc., c'est comme les éléments, c'est un des objectifs de l'opération militaire russe, la dénazification de l'Ukraine. Ils sont prêts à aller en guerre pour ça. Pourquoi la Russie est prête à aller en guerre contre l'Ukraine? C'est parce qu'ils ne peuvent pas avoir à leurs frontières un régime ennemi comme ça, nazi, avec des laboratoires biologiques qui produisent des virus génétiques. Rappelez-vous, c'est la phrase de RFK, et je pense que même Tulsi Gabbard a dit la même chose, virus génétique. Donc, directement à leurs frontières, et ça valait une intervention. C'est la même chose pour les États-Unis et le Canada. Et le Canada s'est transformé en une sorte d'Ukraine nazie du Nord pour les États-Unis, sauf que c'est avec le Parti communiste chinois. Et c'est la raison pour laquelle le Canada est une question de sécurité nationale essentielle pour les États-Unis, que rien n'est laissé au hasard, y compris l'élection, l'arrivée de Mark Carney au poste de premier ministre. Donc, encore une fois, il l'a fait en écartant Pierre Poilievre et en s'arrangeant pour avoir en face de lui quelqu'un avec qui il avait des liens d'affaires, le truc avec Jared Kushner, etc., qui s'entendait bien et qui allait finalement... avec qui il allait finalement pouvoir s'entendre et que ça allait bien passer pour le public canadien. Okay? Donc, c'est ça. Le député conservateur accuse le ministre de n'avoir pris aucune mesure concrète concernant les postes de police chinois. Donc, Chang dit que le SCRS... Rappelez-vous, il y avait toute cette controverse au sujet des députés du Parti libéral du Canada de Justin Trudeau qui avaient reçu de l'argent du Parti communiste chinois qui était acheté par le communiste chinois. C'est ça, le Canada était devenu un porte-avions chinois, en partie contrôlé par la Chine, ou genre, je dirais pas contrôlé par la Chine, mais je veux dire, c'est-à-dire infiltré par la Chine à un niveau tel que ça représentait une menace à la sécurité nationale des États-Unis. Et c'est la raison pour laquelle les Américains veulent renégocier complètement l'entente avec le Canada, de façon à ce que ça ne se reproduise jamais, qu'il ne puisse plus jamais y avoir une trahison comme celle de Justin Trudeau face à Trump
Il y a de ça durant la COVID, etc. Et c'est pas juste durant la COVID, c'est durant les négociations du G7. C'était les petits coups de couteau dans le dos tout le temps, la critique incessante de Donald Trump, etc. Euh, c'est ça. Donc, ce que Trump souhaite, rappelez-vous, c'est une hémisphère occidentale intégrée. Le Canada, c'est une des composantes essentielles de cette intégration. Et là, vous avez Mike Pompeo ici qui dit justement ça. Il était lui aussi au Canada. Je pense que c'est d'ailleurs cette semaine, ça, peut-être dans le cadre de la même conférence. Et il est en conférence au Canada, je pense que c'est à Toronto, et il dit le Parti communiste chinois avait infiltré complètement le Canada, pas seulement à Ottawa et à Toronto, mais il y a probablement ici, dans la salle, des agents chinois qui nous écoutent. Or Ottawa or Toronto. The Chinese Communist Party is hard at work inside the gates here, right where we're sitting today. I'll bet, can't see very much out there, but I will bet you that there are Chinese Communist Party affiliated people in this room today. And by the way, dans cette salle même, les agents chinois dans cette salle même. Et là, les gens disent, Pompeo, c'est un traître, il voulait tuer Julian Assange, etc. Non, non, non. On a expliqué à plusieurs reprises que c'est non, non, non. Pompeo, l'ancien directeur de la CIA, n'est pas un traître. On a expliqué, on a donné les exemples de ça, notamment le fait qu'il a été travaillé pour Nippon Steel parce que l'acier américain n'était plus fiable. Obama avait permis l'acquisition d'un acier de moins bonne qualité pour les tanks, qui faisait en sorte que les tanks américains étaient vulnérables. Donc ça, c'est un autre élément de la trahison d'Obama. Et ces tanks-là, les Abrams, ont été envoyés en Ukraine. Ils ont tous été détruits. C'était une déception complète. Et les Patriotes ont envoyé Pompeo à Nippon Steel pour vérifier que l'acier soit de première qualité. Donc, ils lui font confiance, etc., etc. C'est toujours des petites parenthèses parce qu'il y a des gens tout le monde n'écoute pas les web journaux et puis on se retrouve toujours avec des commentaires dans le genre mais que dis-tu, Alexis? Pompeo, c'est un traître? Non, c'est pas un traître. Mike Pence non plus, c'est pas un traître. Mike Pence était au courant du programme de continuité de gouvernement et c'est obligatoire parce que le vice-président a les mêmes informations que le président. C'est le même information package, les mêmes briefings, les mêmes tout. Il a lui aussi le doigt sur le bouton, il peut et tout ça. Voilà. Donc alors que Carney se pose en adversaire irréductible de Trump, il peut pratiquement faire ce qu'il veut en politique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où est-ce que tu nommes Louise Arbour comme gouverneur général et tu fais des déclarations genre anti-Trump, dans le genre, Carney affirme que les liens du Canada avec les États-Unis sont devenus une faiblesse. Imaginez ça, là, c'est comme, il dit que les liens du Canada avec les États-Unis sont devenus une faiblesse. C'est-à-dire que tu ne veux pas négocier essentiellement. Et ça encore une fois, c'est pour un public canadien. C'est pour un public canadien. C'est comme quand Netanyahou parle du Grand Israël. Là, il parle à l'extrême droite israélienne. Pas quelque chose qui a une effectivité réelle. Donc, c'est que ça lui donne de la crédibilité auprès des personnes qu'il souhaite convaincre. La raison pour laquelle il est là, c'est pour aller ramener avec lui les personnes qui seraient difficiles à convaincre. Et c'est ça qu'il fait ici. Rappelez-vous son discours de Davos aussi, où il dit qu'il n'avait plus besoin des États-Unis, etc., etc. Et donc, tant qu'il fait ce genre de gestes symboliques-là, comme nommer Louise Arbour, etc., etc., il peut par la suite prendre des mesures qui avantagent Trump sur le terrain, qui avantagent les États-Unis sur le terrain. Par exemple, on en a quelques-unes ici, on les a déjà notées. Hein. Donc, par exemple, ici, dans l'article sur la renégociation de l'accord de libre-échange, on a ça ici. Donc, notamment l'augmentation, ce que Carney a fait, qui favorise, on n'est pas du tout dans la rupture de la relation avec les États-Unis. C'est bien au contraire, c'est-à-dire c'est du blabla public. Puis c'est comme Trump, c'est-à-dire regardez pas ce qu'il dit, regardez les actions. Puis au niveau des piliers importants du mondialisme, le Canada a reculé. Le Canada du très mondialiste Carney a reculé. Notamment ici, il considère, il est en train d'augmenter les défenses, le budget de la défense canadienne. On est passé jusqu'à 2 %, ça va augmenter rapidement jusqu'à 3,5 et il veut 5 % d'ici 2035. Il a également chargé le ministre de la Défense nationale du Canada d'entamer des discussions sur le plan de défense antimissile du Dôme d'Or. Oui, on va faire partie du Dôme d'Or, donc, de M. Trump. Dans cette optique, le 16 juillet 2025, le ministre canadien de la Défense nationale a levé
toutes les restrictions imposées à la défense aérienne et antimissile du Canada. Les négociations se poursuivent, etc. Donc, il veut participer au Dôme d'Or, contrairement à ses déclarations publiques. Même chose ici avec l'immigration. Il a réduit, il a pris beaucoup de mesures qui vont exactement dans le sens de ce que Trump dit sur l'immigration. Tu sais, les libéraux, là, leur base électorale, c'est beaucoup l'immigration indienne en plus. Et là, il coupe sa base électorale. Ça a toujours été le stratagème de faire rentrer des millions de personnes, leur donner le droit de vote. Et puis, tu sais, finalement, on l'a expliqué avec la Somalie, là, c'est le truc. Hein, tu les laisses stationner sur l'aide sociale ou whatever, tu leur donnes des bénéfices ou les immigrants votent pour le parti qui en laisse le plus rentrer. Puis, mais là, il fait le contraire de ça. Donc, il va contre. C'est comme si, pensez-y, c'est comme si les démocrates aux États-Unis, Gavin Newsom disait nous allons réduire l'immigration. Est-ce que ça sonne, ou Alexandra Ocasio-Cortez disait on va réduire l'immigration. Est-ce que ça sonne comme quelque chose que les démocrates feraient, comme Tim Walz ou quelque chose comme ça? Or, c'est exactement ce que Carney a fait. Il réduit l'immigration. Il y a eu un pic, puis là, c'est en train de se résorber. Avec son projet de loi sur l'immigration, le premier ministre canadien cède aux pressions de Trump sur l'immigration. Est-ce que les démocrates font ça? Est-ce qu'ils cèdent sur l'immigration? Est-ce qu'ils cèdent aux pressions de Trump? Non. Carney, oui. Ici, donc, une étude révèle une forte baisse des inscriptions d'étudiants internationaux au Canada. Les étudiants internationaux, c'était une des portes d'entrée de l'immigration, comme c'est la porte dans l'arrière. Il y a l'immigration officielle, il y a les clandestins qui arrivent par le chemin Roxham, et après ça, il y a les étudiants internationaux qui demandent l'asile ici, rendu là, plus ci, plus ça, plus ça. Mais il a fermé, il y a une couple de mesures sur l'immigration, puis il a fermé toutes les portes. Pensez-vous que les démocrates feraient ça aux États-Unis? La réponse, c'est non. Même chose avec les changements climatiques, et c'est là encore une fois, les démocrates sont sur le Green New Deal, etc. Pas du tout, Carney, pas du tout, et les organisations vertes s'en plaignent. L'absence du Canada au sommet de haut niveau des Nations unies sur le climat sème la confusion et les certitudes, nous dit le Réseau d'action Canada-Climat. Carney supprime la taxe carbone pour les consommateurs, sa première mesure en tant que premier ministre, etc., etc. Donc, sur les points comme les changements climatiques, l'immigration, la défense, etc., il va dans le sens de Trump. Il n'est pas du tout dans le braquage. Mais il va nommer Louise Arbour comme pour rassurer les... c'est-à-dire que, étant donné qu'il a dit que la relation avec le Canada était terminée et qu'il a nommé Louise Arbour une anti-mondialiste, il peut passer des mesures comme ça, puis ça passe comme une lettre à la poste. Mais quand on regarde les trucs en filigrane, vous voyez que sur les questions de fond qui tiennent à Trump, défense, immigration, climat, il est sur la ligne Trump. Okay? Donc, alors que s'il combattait Trump, il ne serait pas du tout là-dessus. On s'entend que il serait encore sur la ligne Trudeau, là. Changement climatique de fou, et puis l'immigration, il ouvrirait... Et là, au niveau économique, là, il endette le Canada. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe quand on endette le Canada? Pour maintenir la base industrielle canadienne contre les tarifs de Trump et le déplacement d'entreprises vers les États-Unis, pour garder la base, les entreprises canadiennes à un niveau compétitif, ils s'endettent. Et donc, c'est ça ici, vous voyez. Donc, ça, c'était il y a 2 semaines. Le 5 mai, il y a une semaine. Ottawa promet une aide de 1,5 milliard de dollars. Guerre commerciale, Ottawa débloque 1,5 milliard pour soutenir les entreprises. Depuis avril, un virage dans la politique commerciale américaine ébranle les manufacturiers québécois et canadiens. Les droits de douane s'appliquent désormais à la valeur totale des produits. Et là, le Canada débloque une autre, parce qu'il y en a eu d'autres, une autre aide de 1,5 milliard de dollars. Mais évidemment, le Canada n'a pas cet argent-là, puisque le Canada est endetté. Le Canada a une dette, où est-ce que je l'ai mis, la dette? On a un déficit de 66 milliards de dollars cette année. Alors ça va s'ajouter sur le déficit. Donc, on soutient nos entreprises avec du déficit. Et ça, ce n'est pas une stratégie gagnante à long terme. Ça réduit notre marge de manœuvre. Un déficit comme ça, là, ça réduit notre marge de manœuvre dans les négociations. Ça réduit notre compétitivité fiscale, etc., etc. Vous avez d'ailleurs un certain nombre d'entreprises qui ont déjà quitté pour les États-Unis. Faible croissance de l'emploi en mars freine la déchirure du marché du travail selon les économistes. On nous dit ici que depuis l'arrivée de Carney, 44 000 emplois
ont disparu dans le secteur manufacturier au Canada. D'une année à l'autre, le secteur manufacturier a perdu 44 000 emplois par rapport à mars 2025, date à laquelle les États-Unis ont imposé la première fois les tarifs. 44 000 emplois, c'est 44 entreprises de 1000 emplois qui ont fermé leurs portes. Et donc, c'est ça, il y a plusieurs, notamment dans le secteur automobile. Honda transfère sa production du CR-V vers les États-Unis. Ici, il y en a d'autres, là. Je ne vais pas toutes les nommer. La guerre commerciale, la guerre commerciale de Trump lui vaut une victoire majeure sur l'industrie automobile canadienne. Stellantis a déménagé vers les États-Unis. Le premier ministre de l'Ontario critique Trump après que Stellantis ait annoncé son intention de transférer les... Tout ça pour dire que on perd de l'emploi manufacturier. Il y a une partie de cette perte-là qui est transférée vers les États-Unis, mais ce n'est pas une catastrophe complète, nous dit les affaires ici. Pari raté de Trump, le Canada évite la migration manufacturière parce que le Canada s'endette pour maintenir son industrie. Donc, si le Canada ne dépensait pas des sommes astronomiques de milliards de dollars pour maintenir l'industrie aurait tendance à migrer vers les États-Unis. Mais là, ce qu'on fait, c'est qu'on maintient en s'endettant. Ça, encore une fois, c'est une stratégie qui fait juste creuser le déficit et qui plombe le Canada, Et donc, c'est ça réduit notre... c'est-à-dire que c'est très, très, très difficile de résister à une guerre commerciale qui est lancée par les États-Unis contre le Canada, okay? Puisque la majorité de nos manufactures, de nos produits manufacturés vont et de nos ressources naturelles vont vers les États-Unis. C'est très difficile de... Tout ça pour dire que la position du Canada est affaiblie et que c'est probablement fait de façon volontaire par Mark Carney. C'est-à-dire que ce qui a... Laissez-moi bien expliquer ça. C'est-à-dire que le problème, le Canada, depuis 10 ans, le Canada a viré tellement à gauche, c'est tellement accoquiné avec le Parti communiste, c'est devenu tellement woke dans sa télévision, son divertissement, dans les médias, auprès des universités, etc., que les États-Unis ne peuvent pas se permettre d'avoir un pays comme ça. C'est comme, encore une fois, je reviens à l'analogie de l'Ukraine nazie. Ils ne peuvent pas se permettre, dans l'hémisphère occidental, d'avoir un voisin aussi woke que ça. Et donc, à défaut de devenir un 51e État, c'est une purge en profondeur qui doit être appliquée au Canada. Ça va probablement prendre beaucoup de temps. Arriver avec le résultat final. C'est pour ça que je pense que les négociations de cet été sur l'accord de libre-échange vont échouer. Parce que Trump veut probablement quelque chose de beaucoup plus en profondeur de la part de Mark Carney, à défaut du fait de devenir un 51e État. OK? Donc... ben, ça nous endette. Pourquoi Mark Carney donne de l'argent à l'Ukraine? Ça nous endette, encore une fois. C'est le fait que le Canada soit endetté, s'endette à vitesse grand V. Je pense qu'il double. Justin Trudeau avait prévu un déficit de 31 milliards de dollars, je pense, pour 2026 et 2026-2027. Et avec Carney, ça va être le double, 66 milliards de dollars, plus que le double. Et donc ça réduit encore une fois un pays comme... C'est comme la Grèce, rappelez-vous, la crise des finances grecques. Plus un pays est endetté, là, il y a une différence entre les deux, puisque la Grèce, le Canada, il y a une grosse partie de la dette du Canada qui est empruntée à sa population sous forme de... Mais quand même, le fait d'être endetté mine beaucoup la compétitivité du pays, notamment dans les négociations, etc. Ça fait en sorte que c'est beaucoup plus difficile d'obtenir des prêts, que la cote du pays, le pays peut être décoté. On peut utiliser la menace d'une décote pour faire pression sur le Canada, etc., etc. Et Carney comprend tout ça. Augmenter la dette au niveau que le fait Carney, c'est absolument délétère. Il n'y a rien de positif à ça. Opinion Carney, le gouvernement Carney renchérit sur les politiques fiscales du gouvernement Trudeau qui ont échoué. Il en fait encore plus. Il va encore plus loin dans la destruction fiscale du Canada. Okay? Et ça va finalement affaiblir notre position
Et ça va. C'est un peu, ouais, c'est ça. C'est un peu. C'est une façon de faire en sorte que le Canada. Ouais, c'est comme affaiblir le Canada en vue d'une renégociation plus en profondeur qui n'aurait pas été possible si le Canada avait été fort et solide et par exemple, dirigé par Poilievre et irréductible, ça n'aurait pas été possible. Une renégociation complète de la relation Canada-US n'aurait pas été possible. Donc, tu veux comme affaiblir un peu ton adversaire pour pouvoir... C'est comme ça, c'est la même chose avec l'Iran, c'est la même chose avec l'Ukraine, c'est la même chose avec... tu veux un peu affaiblir ton adversaire afin qu'il devienne plus... plus apte à négocier. Voilà. Donc, ça, c'était pour ça. Maintenant, on va terminer avec ça ici. Est-ce que j'avais autre chose? C'est ce que je... Donc, sur Carney et le Canada, je réitère ma position. Je ne pense pas que Carney... je pense que c'est comme Joe Biden sous un programme de continuité de gouvernement. C'est pas exactement la même chose, là, mais que sous une apparence belliqueuse anti-Trump, comme Joe Biden, là, il y avait une apparence belliqueuse anti-Trump avec le raid sur Mar-a-Lago, etc. Et les poursuites en justice contre Trump sous une apparence belliqueuse contre Trump. En fait, au niveau de l'exécutif, il y avait comme une forme de pilotage de la part des patriotes de la présidence de Joe Biden. Et c'est un peu la même chose avec Mark Carney. Peut-être pas, c'est pas le même modèle, etc., mais c'est un peu la même chose. Et donc, quand il fait des déclarations anti-Trump, anti-US, etc., il faut voir ça... faut prendre ça avec un grain de sel. OK? Voilà. Donc, arrestation de Trump aussi, arrestation des clients de Jeffrey Epstein. Thomas Massie coule Trump sur le dossier Epstein et donc il est passé chez Tucker Carlson et il dit il n'y a pas d'arrestation parce que toutes les personnes autour de Trump, les milliardaires autour de Trump financent ses projets d'infrastructure, etc. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas d'arrestation. Je vous montre le vidéo traduit par les filles les soldates traductrices. Je pense que c'est Quadrillage Traduction et Hello Traduction. Et 2 mois plus tard, mais c'est quoi ça? Et peut-être qu'il y a un lien, je ne sais pas, je ne fais que supposer. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les gens qui financent la salle de bal, ceux qui financent l'Arche, ceux qui financent la refonte de l'image du Kennedy Center. Ce sont ces mêmes personnes qui financent aussi mon adversaire. Ce sont ces personnes qui ont l'oreille du président. Ce sont ces gens-là qui influencent et dominent nos décisions en matière de politique étrangère. Ce sont les milliardaires. Et ce sont aussi ces mêmes personnes qui figurent dans les dossiers d'Epstein. Enfin, la plupart, ça peut être leurs amis, leur cercle social. Je veux dire, stop. Je veux que tout le monde s'arrête et réécoute ce que nous venons de dire. On dit essentiellement que les personnes dans le dossier Epstein, les personnes ne sont pas arrêtées parce que c'est les milliardaires qui financent Trump. Et là, tout le monde dit, ouais, Trump est compromis, etc., etc. Mais là, on va juste, encore une fois, appliquer, ça c'était le 6 mai 2020, plus tôt cette semaine. On va juste appliquer un élément de logique. Comment ça se fait que Massie, qui lui-même a les noms, comment ça se fait qu'il ne les révèle pas? Et comment ça se fait que les victimes de Jeffrey Epstein, elles aussi, ne révèlent pas les noms? C'est-à-dire que Thomas Massie a déjà dit au mois de février dernier que si les victimes le voulaient, il allait, parce qu'il a l'immunité du Congrès, il allait révéler les noms devant le Congrès. Alors, je vous montre le clip où est-ce qu'il dit ça. On parle de l'utilisation de l'option nucléaire. L'option nucléaire, c'est les victimes donnent les noms des personnes qui les ont abusées et Massie va, devant le Congrès, donner les noms au complet. Or, bizarrement, ça ne s'est pas passé. C'est-à-dire que Massie n'a pas opéré avec ça, puis les victimes sont encore silencieuses là-dessus. Je vous montre Massie qui dit qu'il se propose d'utiliser l'option nucléaire. I'm ready to do that if the victims want me to. They believe that the best way to get justice is to force the DOJ to release these names. I've already read one name in a committee with the FBI director there. That's Jess Staley. And again, he may or may not be guilty, but he's been accused by these victims, the lawyer tells me. And there are other names. I don't have them in my possession, but if the victims want to give them to me, I've
expressed that I'm willing to do that. But again, the best way is to force the DOJ to release those names on those 302 forms. Donc, 6 sommes cités au Congrès américain. Pourquoi tant de passages sont-ils caviardés dans le dossier Epstein, nous dit Al Jazeera. Dans un message publié sur X, Massey a déclaré avoir consulté une liste de 20 noms figurant dans les documents, dont 18 avaient été caviardés. Il a déjà mentionné 3 noms en public. Et il y a un autre, je pense, c'est un démocrate qui a révélé 6 noms en public. Et il y a un autre 20 noms qu'ils ont, qu'ils disent avoir, et pourtant pour lesquels ils n'ont rien fait, ils n'ont rien dit, il n'y a pas de sortie publique. Je vous montre donc Massey qui dit qu'il y a encore 20 noms. Lui, il est au courant de 20 noms que le DOJ ne révèle pas. You replied, according to the transcript, includes at least 19 other individuals, one Hollywood producer worth a few $100 million, one royal prince, one high-profile individual in the music industry, one very prominent banker, one high-profile government official, one high-profile former politician, one owner of a car company in Italy, one rock star, one magician, at least 6 billionaires, including a billionaire from Canada. Il sait exactement c'est qui, mais il ne révèle pas les noms. Il a dit, il a proposé d'utiliser l'option nucléaire, d'utiliser son immunité du Congrès pour aller révéler les noms. Il a les noms, mais il ne le fait pas. Même chose avec les victimes. Et même Melania les a invités à venir témoigner devant le Congrès. Massey a dit, si les victimes me donnent les noms, je vais aller lire les noms devant le Congrès. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. C'est-à-dire que les victimes n'ont pas procédé avec l'option. Et là, qu'est-ce qu'on a à comprendre de tout ça? Pourquoi les victimes sont-elles silencieuses? Pourquoi elles ne donnent pas les noms à Massey pour que Massey aille les lire devant le Congrès? Tu sais, elles pleuraient devant le micro, etc. Puis là, tout d'un coup, mais elles ne veulent pas elles ne donnent pas les noms. Je ne sais pas si vous avez peut-être un milliardaire au Canada, les gens de l'industrie automobile en Italie, je ne sais pas c'est quoi, Ferrari, whatever. Chanteur rock, ils ont les noms. Pourquoi ils ne les révèlent pas? Pourquoi ils ne les révèlent pas? Eh bien, ils ne les révèlent pas parce qu'ils sont exactement sur la même logique que Trump. C'est-à-dire qu'ils savent qu'on doit attendre le bon moment pour le faire. C'est une question de timing. Est-ce que vous avez une autre explication? Massey a les noms, les victimes ont les noms, mais là, en février, il dit qu'il va utiliser son immunité pour révéler les noms. Et là, on est 3-4 mois plus tard, mars, avril, mai, on est 3 mois plus tard et il n'y a toujours rien au niveau de Massey, au niveau des victimes, aucune révélation, les noms n'ont pas été lus devant le Congrès, etc. Parce qu'ils sont tous sur la même page, comme on dit, on the same page en anglais, ils suivent tous la même logique, c'est-à-dire que ça va être révélé au moment opportun pour le maximum de dommages. Sinon, finalement, ils font exactement la même chose que Trump. Trump ne publie pas les noms, OK, mais Massey non plus ne publie pas les noms et les victimes non plus ne dénoncent pas. Et donc, Trump est exactement dans la même logique que Massey et les victimes. Et là, les gens disent il n'y aura jamais d'arrestation, etc. Vous pensez que les victimes n'ont pas envie d'avoir justice? Vous pensez qu'elles vont se taire? Non, c'est que le travail de Massey, c'est de pointer du doigt les personnes autour de Trump, comme il vient de le faire, notamment des gens comme des binationaux américano-israéliens. Quand il parle de milliardaires, là, il parle de ça là, aussi en partie. Et ouais, c'est ça, c'est-à-dire que de faire attendre d'arriver au moment opportun. Sinon, je demande humblement au public quelle est votre interprétation sur les faits que même Melania a demandé aux victimes de témoigner. Tout le monde veut qu'elles témoignent. Elles veulent donner les noms. Elles ne le font pas. Elles se retiennent. Pourquoi il n'y a rien qui se passe? Elles font finalement exactement la même chose que Trump. C'est-à-dire que tout le monde attend le moment opportun. OK?
Voilà, donc ça, c'est ça. Et tout ça pour dire que finalement, c'est ça. Cette stratégie ouais, double tranchant, double visage, vise justement à montrer une partie de l'influence, les victimes d'Epstein, hein, c'est l'influence qu'Israël tenait sur la politique US et le réseau Epstein un petit peu partout ailleurs dans le monde. Et cette stratégie de guerre de 5e génération pour réduire l'influence d'Israël sur la politique américaine porte ses fruits, puisque, ça c'est des sondages récents là, de cette semaine, les Israéliens ne sont plus en tête en matière de sympathie des Américains pour le Moyen-Orient. Il y a plusieurs sondages ici, Pew Research, les opinions négatives à l'égard d'Israël et de Netanyahou continuent de progresser aux États-Unis, notamment chez les jeunes. Les Canadiens ont une opinion négative d'Israël, mais restent attachés aux droits fondamentaux, selon un sondage léger. Ça, c'est une stratégie que les patriotes ont faite ici. C'est appliquer une stratégie de soft power. C'est la stratégie qu'Israël déployait, une stratégie de soft power, tu cooptes les élites, les médias, les évangélistes aux États-Unis, puis tu fais rayonner Israël de cette façon-là. C'est pas le pouvoir militaire, c'est pas le hard power, c'est du soft power. Israël avait une stratégie de soft power, et là, ils sont en train de perdre cette stratégie de ce soft power qu'ils avaient, cette ascendance sur l'opinion publique internationale, notamment en raison de la guerre de Gaza, ce qui se passe un peu partout, la guerre en Iran, le fait que Trump dit, que Marco Rubio a dit genre, oh, on a fait ça à cause d'Israël, puis c'était supposé être une gaffe, mais c'était pas une gaffe, et puis ça, c'est le résultat de ça, une désarticulation, une perte de contrôle d'Israël sur les institutions américaines. Je l'ai expliqué pourquoi, quand une population change d'opinion, ça devient plus facile pour les politiciens de prendre leur distance. Où il y a certaines idées qui deviennent plus payantes, d'autres qui le sont beaucoup moins en termes d'élection, de réélection, etc. Et là, c'est une question de soft power. Voilà. Donc, tout ça en maintenant des relations amicales avec Israël, mais ce n'est plus une relation à sens unique, et éventuellement, Israël va devoir lâcher du lousse et signer la paix au Moyen-Orient. Voilà. Alors, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Je pense que c'est ça, donc on va laisser ça ici. On va remercier ceux qui ont fait une contribution au Web Journal de Radio-Québec, ceux qui nous permettent de continuer à faire ces analyses-là. Ce que j'ai dit sur le Canada, je pense que je l'avais dit d'une certaine façon à gauche et à droite dans plusieurs web journaux. J'ai fait un petit récapitulatif ici, mais c'est ce que je pense, que Mark Carney ne travaille pas de façon complètement antagoniste contre l'administration Trump, qu'il y a beaucoup plus de trucs qui se passent en coulisses, parce que le Canada est une priorité pour la sécurité nationale US, exactement comme l'Ukraine est une priorité pour la sécurité nationale de la Russie. Ils ne peuvent pas avoir une idéologie antagoniste comme le nazisme en Ukraine, etc., avec un pays. C'est la même chose avec le Canada et le communisme et le wokisme. Donc, on sait que les États-Unis sont en guerre contre le wokisme, mais le Canada, c'est un bastion du wokisme. La Chine est infiltrée, et donc, c'est une opération, c'est ça, rien n'est laissé au hasard. Et donc, voir dans la réalité, contrairement aux paroles et aux discours de Mark Carney, ce qu'il fait réellement, et ce qu'il fait réellement, c'est pas mal aligné sur la politique de Trump. Comme Biden, finalement, c'est un peu comme le programme de continuité de gouvernement. C'est pas évident, mais c'est ça. Et malgré, il va prendre une mesure ici, une mesure là, comme Biden laissait les femmes transgenres, ou même laissé la frontière ouverte pendant son mandat. Puis ça a l'air d'être contre l'idée d'une continuité de gouvernement, mais c'est ça, travailler en coulisses, c'est ça que ça requiert. Voilà. Donc, oui, est-ce que c'était un titre trompeur? Oui, c'était donc la fin pour Trump. Est-ce que, tu vois, les accusations de Massey qui disaient que Trump était un compromis, est-ce que c'était la fin pour Trump? Et puis, c'est la fin pour Trump, en fait, c'est le Canada pour la fin. Tu sais, on dit souvent que c'est ça le lien avec Israël. Là, tu sais, c'est qu'on dit que Israël pour la fin, ce que Trump veut, c'est négocier la paix au Moyen-Orient, avoir un État palestinien, puis finalement laisser la région. Et, tu sais, ça sera son plus grand héritage d'avoir réglé ce que personne n'a été capable de régler au Moyen-Orient.
Donc, hein, c'est pour ça que Q dit Israël pour la fin, mais je ne pense pas que c'est Israël pour la fin. Je pense que c'est le Canada pour la fin. Je pense que le Canada va prendre, ça va prendre pas mal de temps à arriver à renégocier l'entente Canada-US. Ça va être douloureux. Et qu'on est là pour ça. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire au propos de l'antivirus? Absolument rien. Absolument rien. Donc, c'est ça. La fin pour Trump, c'est le Canada. C'est le Canada. Puis la fin pour Trump, ce n'est pas les propos de Massey. Et l'antivirus, c'est rien. C'est probablement, tu sais, il y a des trucs comme ça. Vous devez voir ça. Hein, c'est-à-dire qu'il y a probablement des gens qui avaient des actions à vendre dans les compagnies pharmaceutiques. Que tu t'arranges avec tes contacts dans les médias pour créer, hyper quelque chose, là, faire monter en épingle une nouvelle. Genre, il y a toujours des cas d'antivirus à toutes les années, là, partout dans le monde. Là, tout d'un coup, c'est devenu une grosse préoccupation, de sorte que tu veux vendre des vaccins, tu veux que tes stocks, tes actions de compagnies pharmaceutiques augmentent. Fait que tu utilises les médias pour faire augmenter les stocks de compagnies pharmaceutiques. Il y a une partie de ça. De la même façon aussi que des fois, il y a comme on fait la même chose avec des menaces. Les Russes veulent, on dit que les Russes veulent attaquer la France, etc. Et là, pendant une semaine, tu as les actions des compagnies d'armement qui augmentent, les gens vendent quand c'est haut. Puis il y a des opérations comme ça d'influence sur le public pour faire monter, descendre les actions. Il y a probablement une partie de ça qui est vraie là-dedans, mais c'est rien. J'ai rien à dire là-dessus. Voilà. Voilà. Allez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. Oui, Trump se garde le Canada pour la fin. C'est pas Israël pour la fin, c'est le Canada pour la fin. Voilà. Salut la gang. À la prochaine. Merci. Hein. Ben, c'est ça c'est les façons de nous aider. Là. On l'a suffisamment dit, vous savez comment. Si vous voulez que ça continue, Radio-Québec, on a besoin de votre soutien. Allez, ciao, ciao la gang.